Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est la trêve internationale, donc du coup pas de match du Barça. Hier on a lancé une vidéo, j'avais prévu de lancer une deuxième vidéo aussi longue que ça, hein, une demi-heure, 45 minutes. Sauf que là, l'actualité s'impose à moi comme une évidence en constatant ce qu'il se passe aujourd'hui autour d'une légende du football comme Andrés Iniesta et les hommages, les mots, les stories, les petits messages glissés de la part de tous les fans de football et des anciennes gloires aussi. Messi, Ronaldinho, j'ai eu tout le monde. Même le Real Madrid en a fait un communiqué aujourd'hui, comme quoi à quel point ce joueur a fait l'unanimité. Clairement, c'est un des joueurs qui, je pense, qui a mis tout le monde d'accord sur son talent et sa marque, son empreinte sur le football, à savoir Iniesta. Donc forcément, il fallait que je fasse une vidéo hommage, j'ai envie de dire, parler d'un petit peu de ce que j'ai vécu, moi en tant que fan du Barça, depuis son arrivée au club. J'ai eu la chance et le privilège d'assister au début et à la fin de carrière, enfin la fin de carrière européenne, du début à la fin, vraiment du tout début, hein, jusqu'à la fin. Que c'est un joueur que j'ai personnellement, comme tout le monde, adoré, notamment techniquement, parce que ça a été l'un des plus gros symboles du football accessible pour tous, du football pur, de la technique pure, de la tactique, de l'intelligence footballistique, du QI football pur dans tous les sens du terme. Quand on voyait jouer Iniesta, c'était forcément un spectacle. Et pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'aller le voir au stade, vous savez très bien justement que voir un match à la télévision et au stade, c'est différent. À quel point le stade est grand, dans les tribunes, vous voyez à quel point c'est grand et à quel point c'est impressionnant techniquement de voir des joueurs aussi petits que ça sur un terrain aussi grand que le Camp Nou notamment. Et à l'époque, on vous voyait Iniesta prendre le ballon au Camp Nou, balle au pied, et ben votre cœur, votre cerveau disait là il se passe quelque chose de différent. Le toucher de balle, pied droit, pied gauche, les petits dribbles, la croqueta, les petits dribbles, les petits crochets. Le milieu de terrain parfait pour contrer l'espèce de croyance qu'il faut être grand, fort et athlétique physiquement. On avait justement le contre-exemple parfait, c'était lui en fait. Donc je voulais parler de lui pour le rendre hommage aujourd'hui. Et demain on fera la vidéo, je posterai la vidéo, il faut que je la fasse du coup aujourd'hui aussi. Celle du coup qui parlera de l'actualité du Barça depuis le début de saison, à savoir les joueurs qui ont porté le club, les satisfactions et les joueurs qui se sont révélés dans ce Barça d'Hansi Flick, nouvelle génération. Donc Andrés Iniesta, 40 ans, prend sa retraite aujourd'hui avec des hommages qui vraiment pullulent partout. Messi, Suarez, Ronaldinho, Eto'o, le Real Madrid, comme je disais, qui a fait un communiqué. Bref, ça fait plaisir parce qu'il le mérite déjà, parce qu'en plus ça montre à quel point il est grand. Là, on parle de grandeur, tout ce qui fait que tu classes les joueurs par rapport à leur grandeur, mais aussi l'empreinte qu'il laisse sur le jeu. Il n'y a pas seulement les statistiques, les chiffres, les trophées gagnés, il y a aussi l'empreinte sur le jeu. C'est pour ça que dans le débat du GOAT, le G c'est le greatest, en gros c'est le plus grand, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur c'est sur le terrain qui sont les meilleurs. Pour moi c'est Messi, mais le plus grand c'est pas forcément Messi. Il y a aussi Maradona ou Pelé. Maradona c'est compliqué parce que la drogue et tout. Bref, en gros chacun a ses critères de grandeur. Et justement à Iniesta, on se rend compte à quel point justement il est grand à la table des Zidane, des Platini, par l'empreinte, par la trace qu'il va laisser et l'héritage grâce évidemment à ce qu'il a fait sur le terrain, mais aussi par ce qu'il représentait, comme je disais, le joueur, le milieu de terrain le plus spécial, je pense, de sa génération. Donc dans la grandeur, il faut inclure aussi l'aura, l'élégance, etc., etc. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont visibles par des chiffres comme quand on parle du meilleur. Donc 16 ans au Barça, on l'a connu assez tard finalement parce qu'il a explosé vraiment, je pense, en 2007-2008. Alors il n'a pas forcément explosé tout de suite, il faut se rappeler qu'au début, il était remplaçant. C'est l'un des joueurs qui a le plus profité, je pense, à l'époque du déclin de Ronaldinho en 2007-2008, quand Ronny était absent pour des motifs un petit peu suspicieux, fallacieux. Et ce qui jouait du coup sur l'aile gauche du Barça en tant que faux ailier gauche, c'était Iniesta, alors qu'à la base c'est un milieu de terrain. Mais c'est seulement là, à 23-24 ans, qu'il va commencer à être titulaire au Barça définitivement. Avant ça, il était remplaçant. Mais bon, on va en reparler. Il y a eu des moments où même quand il était remplaçant, il a fait des entrées fracassantes, notamment en Ligue des Champions. Mais comme je disais, il a été, entre guillemets, titulaire sur le tard avec le Barça à 23-24 ans. Et c'est seulement à l'arrivée de Pep Guardiola qu'on a vu vraiment la panoplie complète du Iniesta Prime à partir de 2008 pour former ce milieu de terrain qui a été le meilleur milieu de terrain de l'histoire. J'avais une préférence, moi, pour le milieu de terrain avec Yaya Touré et Xavi, mais après, avec Busquets, ça a été la
perfection, l'apogée du football. Et ouais, je pense l'apogée du football. On n'a jamais vu ça. Hein. Je pense qu'on ne le reverra jamais. Deux équipes, hein, parce qu'il s'agissait du Barça, mais aussi de l'Espagne, qui jouaient ce football-là. Ce football-là, cette parenthèse-là de 2008 à 2012, 13, 14, hein, que vous aimiez ce football-là ou pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ce niveau de perfection technique-là, incarné par Iniesta, et Xavi, et Busquets, et Messi évidemment devant eux, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et après. Donc bon courage pour retrouver ça. Il y aura peut-être des équipes plus fortes que ça, mais en tout cas ce football-là, c'est vraiment une parenthèse, une espèce de variante dans la force, je ne sais pas comment appeler ça, hein, une cassure vraiment temporelle, une fracture temporelle entre 2008 et 2011-12 avec Guardiola, quelque chose qu'on n'a jamais vu et dont il fallait absolument profiter. Si vous n'étiez pas là, bah écoutez, bah, tant pis pour vous. Hein. Voilà, moi j'ai la chance d'être né à la bonne époque. C'est un joueur qui est juste impossible à détester, que tout le monde a aimé, son élégance, sa grâce balle au pied, les moments magiques. Hein. Je parle vraiment d'explosion de joie, hein, un moment soudain, un petit peu comme le but en or de Trezeguet en 2000 pour moi. Ce moment-là, hein, Chelsea-Barcelone en 2009, le 6 mai, ça reste, je prends le plus gros moment de choc émotionnel où tu passes des pleurs, où tu es presque éliminé, à une finale de LDC. Merci aussi pour les émotions. 2010, l'Espagne avec la Coupe du Monde, on était pour vous. Merci aussi pour 2012 et son Euro Masterclass. Je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue sur un tournoi, un Euro de ma vie, même devant Griezmann 2016, où pareil, je pense... Qu'est-ce qu'il était fort. Et c'est pour ça, je pense qu'il termine aussi meilleur joueur européen UEFA, trophée UEFA en 2012, devant CR7 et devant Messi à l'époque, même si Messi a pris le ballon d'or parce que voilà, sur l'année 2012 civile, il avait été au-dessus. Un des 5 joueurs les plus forts techniquement pour moi de l'histoire du football avec Messi, Ronaldinho et des mecs comme Maradona forcément, Zidane et lui. J'ai envie de placer ces 5-là techniquement, la perfection qu'il a incarné justement avec ce toucher de balle. Top 3 aussi des joueurs les plus gracieux, élégants, balle au pied. De très très loin la facilité technique. C'est un joueur quand même qui est difficile à classer. Est-ce qu'il est devant Modric, devant Zidane, devant Xavi et tout. Il y a souvent eu ce débat-là hein, au Barça entre Xavi et lui, qui était le joueur, le milieu de terrain le plus fort de l'histoire du club. C'est pas forcément important. Moi, c'est bizarre parce que je le mets toujours dans le top 15 des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais je le mets un petit peu moins important pour le collectif que Xavi à l'époque du Barça, parce que Xavi c'était le cerveau, les ballons passaient par lui, les actions démarraient par lui, donc c'était un petit peu différent le registre. Et quand tu penses à la marque qu'il a laissée, l'empreinte qu'il a laissée sur le jeu, vraiment sur le jeu en lui-même, en termes de grandeur déjà, vraiment en termes d'aura, c'est un truc de fou, plus grand que Xavi, mais vraiment de loin hein, à ce niveau-là. Et tu vois un petit peu ses héritiers à chaque fois qu'on a un joueur catalan du Barça ou même un milieu de terrain espagnol qui est un petit peu élégant. On parle forcément d'un héritier d'Iniesta comme Pedri aujourd'hui. Et là, je parle juste en termes d'aura et maintenant en termes d'accomplissement, ce qu'il a fait. Rien que son bilan en finale de LDC ou en finale de Coupe du Monde ou d'Euro, dans les grands matchs, sans parler de Chelsea-Barcelone par exemple, qui est un but iconique et qui va changer la phase du football en général, parce que sans ce but-là, pas de triplé, pas de sextuplé et pas de consécration d'une génération du Barça qui va ensuite tout gagner. Et tu as envie de parler aussi de ces finales en général. Rappelez-vous en 2006, il entre en jeu et change le match. Hein. Ça, on ne s'en rappelle pas parce que je pense qu'il y en a très peu. Pour les plus jeunes qui n'étaient pas encore présents dans le game du football, sachez que Iniesta, à l'époque, il était remplaçant. Il avait 21 ans, 22 ans en 2006. Il entre en jeu en cours de match quand le Barça, à la mi-temps, hein, quand le Barça est mené 1-0 face à Arsenal. Et à lui tout seul ou presque, avec Eto'o, je pense, quand même, et Larsson, il change vraiment le match, vraiment techniquement. L'équipe change, le jeu du Barça change. Et même si Eto'o marque ce but-là, Larsson aussi est important. C'est vraiment lui qui, je pense, mène le Barça à la victoire en 2006. En 2009, il fait une finale, il est homme du match en finale de Ligue des Champions, hein, avec cette passe-là pour Eto'o. C'est un des seuls, je crois, un des seuls hommes qui a été homme du match en finale de LDC, en finale de l'Euro et en finale de Coupe du Monde. En Coupe du Monde, évidemment, il marque ce but-là en 2010. En 2012, à l'Euro, il fait une partition, il termine MVP. Vraiment, ce match-là, ça m'a choqué de le voir flâner et voler au-dessus de l'Italie. Et en 2015, c'est, je pense, sa plus belle finale de LDC, vraiment. Il fait cette passe-là en début de match pour Rakitic. Donc si tu fais un bilan des finales de Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde, d'Iniesta, les grands matchs aussi, sans oublier évidemment ces classicos. 2014, même si Messi met un triplé au Bernabeu, il fait aussi un match stratosphérique en 2016. Comment oublier ce match-là où il sort sous l'ovation?
des supporters du Bernabéu, hein, qui voilà, avaient tendance à, je trouve, reconnaître son talent, parce que forcément il est espagnol, c'est plus facile d'acclamer et de reconnaître le talent d'un joueur comme ça, plutôt que celui de Messi par exemple, hein. Plus facile que reconnaître celui d'un joueur comme Messi qui malgré tout bah, les a fait souffrir encore plus qu'Iniesta. Mais bon, Messi l'Argentin, c'est l'ennemi en plus, reconnaître qu'il est le meilleur c'est un peu plus compliqué. Iniesta il fait vraiment l'unanimité auprès de tout le monde. Et puis sérieusement, bien sûr que c'est quand même plus fort, en tout cas plus grand que Modric, même si Modric c'est un monstre aussi du football, de l'histoire. Même s'il n'a pas son ballon d'or, il aurait pu, je pense, le gagner en 2012, hein, pas 2010 d'ailleurs. Pas 2010. 2010, il est trop blessé, il est absent pendant une bonne partie de la saison. Certes, il marque un but iconique en finale qui change évidemment le cours de l'histoire, mais lui-même l'a avoué, en parlait dans son livre, je crois, en disant qu'il ne méritait pas en 2010 le ballon d'or, largement pas. Que ce soit Messi malgré son mondial raté, ou encore Snyder avec l'Inter qui a fait le triplé, voire le quintuplé en 2010, plus une finale de Coupe du Monde, voire encore Xavi qui a fait une année de porc, vraiment en 2010, incroyable en termes de niveau de jeu, de trophées remportés, la Liga et la Coupe du Monde. Je pense que les trois méritaient d'être devant Iniesta au Ballon d'Or en 2010. Alors que 2012, par contre, 2012, et là, je pense qu'Iniesta, si on n'avait pas eu un Messi du feu de Dieu, 91 buts et des matchs légendaires à l'appel cette année-là, je pense qu'Iniesta aurait pu gagner ce Ballon d'Or. Il le méritait plus, en tout cas, en 2012 qu'en 2010. Alors, je vais être un petit peu honnête avec vous. Moi, en 2018, hein, quand Iniesta décide de quitter le Barça pour aller au Japon à 34 ans, je me disais, est-ce qu'il part pas un petit peu trop tôt? Je pensais qu'il avait au moins 1 ou 2 ans, allez, 35 ans pour partir à ce moment-là, sachant qu'en plus, en 2018, il joue la Coupe du Monde, hein, avec l'Espagne, on l'a oublié, mais il joue la Coupe du Monde en Russie avec l'Espagne. Mais c'est vrai que je pense qu'à l'époque, il avait les jambes pour faire une année de plus. Encore plus quand tu vois un petit peu que le Barça, bah, sans lui, ça a été compliqué. On a eu un Messi qui était encore plus livré à lui-même dans le jeu esselé. Bah ouais, par la force des choses, un collectif qui dépendait de plus en plus de lui tout seul, et ça s'est mal passé face à Liverpool à Anfield. Je me dis encore aujourd'hui qu'avec un Andrés Iniesta, même à 70% de son prime, face à Liverpool à Anfield, jamais de la vie le Barça se fait éliminer de façon assez piteuse. Et pourtant, voilà, il part en 2018, après cette défaite assez ridicule face à la Roma. Et à l'époque, hein, pour un joueur qui avait tellement marqué l'histoire de la Ligue des Champions, sortir comme ça, de cette façon-là, c'était vraiment, ça faisait tâche pour lui. On s'en rappelle, il était en pleurs à Rome. Rome, en plus, c'était le théâtre justement de sa masterclass en 2009. Ça m'avait fait de la peine. Je voulais qu'il reste un an de plus. Mais à l'époque, bon voilà, le Barça avait quand même mis les moyens pour le remplacer avec Coutinho, qui faisait 6 bons mois les meilleurs de sa carrière au Barça. Donc c'est vrai qu'à l'instant T, en 2018, quand il part, on se dit, bah, je pense que le Barça sera entre de bonnes mains avec un Coutinho qui devait le remplacer de façon assez logique et naturelle. Malheureusement, la suite a montré que non, c'est pas si facile que ça le Barça, loin de là, et que pour remplacer Iniesta, on n'a toujours pas réussi à le faire aujourd'hui, même si ça va mieux, je trouve, hein. En vrai, on parle du départ de Neymar qui a fait du mal au Barça, on parle de celui de Messi aussi, mais celui d'Iniesta, je pense que c'est aussi dans les top 5, top 3 même des départs qui ont fait le plus de mal et qui ont contribué le plus au déclin progressif du Barça, même si aujourd'hui avec les héritiers comme Pedri, on voit le bout du tunnel, je trouve. Il n'y a plus de raison d'être nostalgique de ça, même si j'aurais bien aimé quand même une petite saison en plus 2019, voilà, il aurait arrêté la sélection. C'est vrai qu'il était beaucoup blessé, hein, on se rappelle c'était un joueur qui était assez fragile, ça on l'oublie, hein, mais très très souvent blessé, musculairement en plus, hein. Donc voilà, des absences dans les matchs cruciaux, c'est arrivé pour lui. Malheureusement, je me rappelle de la saison par exemple 2014, avant la Coupe du Monde, il était souvent blessé. Je me rappelle de 2013, c'était pareil. En 2010, encore plus. Et d'autres absences qui, malheureusement, ont changé, bah, je pense, le destin de pas mal de matchs importants pour le Barça, notamment en Ligue des Champions. C'était un joueur qui était assez fragile. Donc, c'est vrai qu'à la fin 2018, il a dit, hein, il a très souvent dit que, quand on lui posait la question de savoir s'il était parti un petit peu trop tôt du Barça ou pas en 2018, il a très souvent dit qu'à l'époque, il sentait qu'il était plus physiquement apte. Et je crois qu'il a dit encore aujourd'hui en conférence de presse pour son hommage que le Barça c'est un club où tu dois être physiquement et investi mentalement à 300%, ce qu'il n'était plus capable de produire. Et ça, je trouve que c'est vraiment tout à son honneur, parce qu'on a eu tellement de joueurs du Barça qui ont forcé sur leur contrat pour rester jusqu'à la fin, pour gratter le dernier centime,
Alors c'est vrai, c'est une légende, donc lui, il n'avait plus rien à prouver. Mais je pense à d'autres joueurs, hein, je ne vais pas citer les noms, de ces joueurs qui ont forcé pour rester le maximum de temps alors qu'ils n'avaient plus le niveau du Barça. Allez, je m'en fous, hein. Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic aussi. Tous ces joueurs-là qui n'avaient plus le niveau à la fin et qui s'accrochaient. Alors que voilà, là on avait l'exemple du joueur qui justement respectait le club avant tout, qui mettait le club en avant, même si peut-être au fond de lui, il avait de quoi aller plus loin. Il a senti qu'il avait plus sa place au Barça. C'était la même chose pour Xavi à l'époque, 35 ans. On aurait pu se dire, et on a souffert hein, de son absence et de sa retraite à Xavi, que lui aussi pouvait peut-être faire un an de plus. Et on a vu que dès qu'il est parti, bah, ça a été pas mal de problèmes. Rakitic a un petit peu baissé, puis ensuite vraiment baissé. Puyol, pareil, en 2014, il a senti qu'il était vraiment, il était cassé, carbonisé physiquement. Il est parti à 35-36 ans, Puyol. Mascherano, c'était pareil en 2018, 35 ans, il était carbonisé physiquement, des blessures. Mais il a compris qu'il devait partir en janvier 2018. Hein. Donc 34 ans, oui. 34 ans. Tous ces joueurs, on les considère clairement comme des légendes du Barça, parce que la copie, elle est parfaite à la fin. Même le déclin, c'est pas les déclins comme on voit aujourd'hui là avec des joueurs qui veulent rester, des CR7 qui forcent et forcent. On a une copie qui est parfaite. Ce qui se passe après 35 ans, va t'amuser, va profiter du football comme Messi le fait, comme Iniesta l'a fait au Japon. Personne ne va te toucher et te reprocher de profiter du football à un niveau amateur, de t'amuser et de prendre ton chèque. On voit un petit peu maintenant, hein, c'est la mode. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons, oui, à 36 ans, on n'était pas au Japon. Hein, quand les gens s'amusent à comparer Modric, qui encore aujourd'hui à 39 ans est au Real Madrid, et Iniesta à 35 ans, 34 ans maintenant, qui était au Japon, c'est pas logique. Déjà parce que Iniesta commençait au niveau professionnel largement avant ces mecs-là, hein, que Modric. Hein. Je rappelle qu'ils ont seulement un an d'écart, que Iniesta en 2002 à 18 piges, il était déjà au Barça à jouer avec Van Gaal. Hein. C'est bien le coach hollandais qui l'a lancé en 2002, à l'époque des Riquelme, des Rivaldo, imaginez la chose. Hein. Donc de 2002 à 2018, 16 ans au Barça, donc top niveau. C'est comme ça qu'il faut compter, hein. C'est le nombre de kilomètres parcourus dans la carrière, hein, le kilométrage évidemment. Donc c'est pas forcément, oui, à 39 ans. Moi, je préfère un joueur qui s'arrête à 34 ans, vraiment au top niveau en Ligue des Champions, qui fait des belles choses encore, plutôt qu'un joueur de 41 ans qui force les choses, qui force, qui veut prendre la lumière en jouant l'Euro, et qui termine les matchs en pleurs, pénalty raté, la mort volée devant sa mère et tout. Bref. Ça pour vous dire que chacun, on respecte. Donc merci pour les émotions, merci pour la carrière, même si voilà, ça fait 5 ans qu'on l'a plus vu vraiment au haut niveau. Merci pour tous ces moments magiques. En fait, à la base, c'est un joueur qui a défendu les couleurs du club qu'on aime tellement, le Barça, qui nous a fait aimer le football et l'Espagne aussi. On était pour lui, on était vraiment à la Coupe du Monde 2010. Quand l'Argentine était éliminée, en tout cas moi personnellement, j'étais pour l'Espagne à cause de joueurs comme lui. Comme je disais, symbole du football qu'on aime aussi, avec cette facilité technique, les milieux de terrain qui ont de la vista, l'élégance, le QI football, tout ce que vous aimez en fait. Tout ce qui s'oppose au football brutal, physique, athlétique aujourd'hui. Lui, c'était un des plus gros symboles, je pense un des 3 symboles avec Maradona, Messi. Je pense que c'est lui le plus gros symbole de ce football qui met avant tout le côté technique, tout simplement. Donc bonne retraite au meilleur joueur espagnol de l'histoire du football. On espère pourquoi pas le voir au sein du Barça, sur un poste, la direction, proche des joueurs en tout cas. Ce serait cool, hein, je trouve qu'il le mérite. On espère aussi qu'il aura un bel adieu. Ça veut dire un hommage, un jubilé, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, à Barcelone plus précisément. En tout cas, voilà, là, avec le nouveau Camp Nou qui va arriver en plus l'année prochaine, en 2025, normalement, et on se dit qu'il y a de quoi faire quelque chose de grand pour un hommage à la hauteur de la légende qui est et qui restera du coup Andrés Iniesta pour le football. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se donne rendez-vous du coup demain pour la vidéo que j'avais prévu de faire sur les satisfactions, les joueurs qui ont porté ce Barça depuis le début de saison. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.